Bonjour Arthur. Salut. Merci d'avoir pris le temps de te joindre à moi virtuellement aujourd'hui. Je Ben, voulais en merci fait, à toi. je voulais te parler en fait parce que l'Humanité Magazine aujourd'hui a un titre en couverture qui est extrêmement fort, qui est du coup Génocide à Gaza, le trou noir médiatique, et qui vient d'une enquête que tu as menée en t'appuyant sur les chiffres de l'ONG Tech for Palestine. Et cette enquête, ça t'a permis d'analyser plus de 13 394, ou alors 13 C'est ça. 394 exactement, articles qui ont été consacrés à la guerre, du coup, depuis le 7 octobre, par les journaux français Libération, Le Monde, Le Figaro, le JDD et l'Humanité. Avant qu'on entre vraiment dans les détails de cette enquête, j'aimerais bien que tu m'expliques la méthode que tu as utilisée et le champ de données analysé. Voilà. Ouais, oui, bien sûr, bah c'est ça. Alors en fait, c'est pas vraiment les chiffres, c'est vraiment l'outil de cette ONG qui s'appelle Tech for Palestine. Moi, j'ai travaillé avec une équipe qui travaille vraiment sur les biais médiatiques. Et en fait, cet outil permet d'avoir une base. Enfin, c'est eux qui récupèrent une base d'articles, donc très large. On a pris le choix vraiment de prendre vraiment l'ensemble de la production médiatique. Donc c'est à la fois des brefs de direct, des articles, des tribunes, des éditoriaux, comme c'est expliqué dans l'enquête. Et à partir de cet outil-là, on peut en fait calculer des occurrences. Donc ça veut dire que on peut calculer combien de fois un terme apparaît. Et à partir de ces calculs-là, c'est assez facile de les reporter au nombre d'articles, mais aussi de ne garder que les articles qui contiennent ces mots. C'est vraiment ça qui nous a, c'est vraiment ça que j'ai utilisé pour cette enquête. Et ensuite, dans un second temps, c'est pas, ça part toujours des données de Tech for Palestine, mais j'ai utilisé des outils open source qui permettent de faire ce qu'on appelle en linguistique des collocations. Donc c'est les associations les plus fréquentes à partir d'un terme. Donc là, on s'est surtout intéressé au terme de massacre, ce qui est assez parlant. Euh, et donc voilà, en gros, ça permet de faire une analyse très quantitative, très statistique sur toute une masse d'articles qui, bien entendu, serait très très longue à lire en entier pour un humain. Et juste, j'ai oublié de te poser une question. Au niveau de la date des données analysées, et donc ces éditoriales, etc., c'est de quand à quand vous analysez les données? On a arrêté une période assez longue, c'est du 7 octobre 2023 jusqu'au 11 octobre 2024, parce qu'on voulait aussi avoir un petit peu plus que 7-7, puisque en tant que journaliste à travailler dans un quotidien, nous aussi on a dû produire énormément de contenu à cette période-là pour le 7 octobre 2024 qui signait les 1 an de la guerre en cours. Donc c'était assez intéressant de regarder. On a étendu un petit peu pour avoir l'ensemble des éditions spéciales dans les données. Ok. Et du coup, que, que ressort-il, pardon, de cette analyse? Je pense que ce qui ressort de cette analyse, c'est que le titre est vraiment bien trouvé et résume assez bien. C'est qu'il y a un vrai problème et un vrai biais des journalistes dans le traitement de ce conflit-là. Parce que on a accès, même si la bande de Gaza est fermée aux journalistes étrangers, on a accès à de l'information, on a des journalistes palestiniens sur place, on a tout simplement les réseaux sociaux qui nous permettent de mesurer l'ampleur des dégâts et le caractère totalement inédit en fait de ce qui est de ce qui s'est passé et ce qui se continue à se passer. Et et le bilan qui n'a vraiment pas qui n'a même pas de pareil en fait dans l'histoire du conflit. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, en fait, c'est ça, je pense que le truc majeur, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre a tellement marqué par son caractère horrible et inédit, qu'en fait, le récit médiatique s'est un peu arrêté là. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté au 7 octobre et tout ce qui s'est passé derrière n'est pas aussi horrible, on va dire. Et, euh, et donc, on a une presse qui ne parle pas ou peu des premiers concernés par ce conflit, qui sont les civils palestiniens et qui sont, qui sont dans une situation de détresse totale depuis le 7 octobre. Ouais, c'est important ce que tu dis que on s'est arrêté
au choc du 7 octobre, et on le voit bien dans ton enquête. Mais ça, c'est un choix, en tout cas, qui est voulu, on est d'accord, de la part, en tout cas, d'Israël, qu'on s'arrête vraiment au 7 Ouais, octobre. c'est ça qui est intéressant. De là à dire qu'il est voulu par les journaux, c'est pas forcément, mais c'est de montrer en fait la force d'un discours de propagande qui a vraiment pénétré les rédactions, qui s'est vraiment diffusé et en fait qui fait qu'aujourd'hui euh, on se concentre là-dessus. Et c'est vraiment, je pense, une des marques. En fait, ce discours est très bien ficelé et fonctionne très bien. Et c'était le but de cette enquête, est de montrer en fait les effets qu'il a eu. On parle souvent, en fait, les Palestiniens parlent souvent de leur propre déshumanisation, de leur propre invisibilisation aussi quand il s'agit des médias. Ça ressort aussi très fortement dans cette enquête. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner qui permettraient de comprendre vraiment à quel point les Palestiniens sont invisibilisés dans les médias depuis le 7 octobre 2023? Oui, quelques chiffres très rapidement. Je pense que la première donnée que je mets en forme dans l'enquête, c'est vraiment la part des articles qui mentionnent les Palestiniens. Et ça, c'est assez important. Les Palestiniens, les termes palestiniens et palestiniennes avec une majuscule. Donc vraiment en tant que le peuple palestinien. Et on voit que même quand la part est haute, on est globalement sur moins de la moitié des articles. Donc ça, c'est quand même assez ahurissant, en fait, de se rendre compte qu'on parle de quelque chose sans forcément mentionner comme je vais me répéter, mais sans forcément mentionner les premiers concernés. Je pense que c'est ça le chiffre le plus marquant. Quand j'ai commencé ce boulot-là, il y a des choses qui m'ont surpris dans le traitement des données. Je m'attendais à une part un petit peu plus haute quand même que celle-là. Donc moi je dirais que c'est vraiment ça. Et ensuite ça se confirme avec l'étude d'autres mots, le mot génocide. On voit qu'il y a plusieurs journaux où on est à moins de 10%. Alors que, encore une fois, euh, comme c'est précisé dans l'article, et comme Pauline Pernaut l'explique très bien, parce qu'à Crimed, on fait beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Et en plus de ça, c'est quand le terme génocide est mentionné, c'est pas forcément pour en parler, ça peut être pour le disqualifier et pour dire que l'usage du terme est complètement faux. Et ce qui est très paradoxal, parce qu'en même temps, on a un événement complètement historique, avec les mandats d'arrêt de la CPI, mais aussi dès le 26 janvier, la Cour internationale de justice qui reconnaît le risque de génocide. Ça s'est jamais produit, mais on le retrouve pas dans la presse en fait. Ce caractère inédit et qui devrait pourtant euh, provoquer de la production médiatique sur ce sujet-là, on le retrouve pas ou peu. Et encore une fois, et c'est un peu la limite de mon analyse, et c'est pour ça que j'ai discuté avec Pauline, qui est très renseignée sur le sujet, c'est que voilà, on peut pas aller voir dans quelle manière c'est mentionné. Ça nous permet juste de voir l'importance d'un terme dans un corpus très large. Et je pense que c'est ça, pour répondre à ta question de départ, je pense que c'est ça le deuxième chiffre qui est assez marquant quand même. Et par rapport au mot génocide, pour rester sur ce terme-là, parce que s'il y avait une échelle des crimes contre l'humanité, le génocide est le numéro un dans les crimes contre l'humanité. On a quand même des rapports extensifs de Amnesty International, de Human Rights Watch, de Médecins Mm. sans frontières, qui disent ce qu'il se passe à Gaza est un génocide. Quand tu dis, est-ce que tu as pu, parce que peut-être que tu as déjà répondu à la question, mais est-ce que tu as pu regarder quand les médias disqualifient, enfin utilisent ce terme pour le disqualifier, est-ce qu'ils parlent de ces rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, etc. Est-ce que ça, tu as pu le voir? Alors ça, dans les données, j'ai pas pu le voir, mais je vais faire une réponse peut-être un peu plus large. Ça, je pense qu'en tant que moi, en tant déjà que citoyen et en tant que lecteur, je le vois de plus en plus. En tant que journaliste et professionnel de l'info, encore plus. Et d'ailleurs, Amnesty en parle. Nathalie Godard m'en parlait. C'est même plus que ça. C'est pas la remise en cause du terme de génocide. Je pense que ça va plus loin. C'est vraiment une attaque directe sur ces organisations-là. C'est-à-dire qu'on a vu qu'Amnesty a été traîné, pour citer qu'Amnesty a été traîné dans la boue à plusieurs reprises. Et que c'est quelque chose qui déjà existait un peu avant le 7 octobre, mais qui là a vraiment pris une autre, euh, une autre dimension. Par exemple, je sais pas si c'est quelque chose que tu avais remarqué, mais quand Amnesty publie son rapport sur le génocide, Le Point publie une tribune de Caroline Yadan, qui est députée des Français de l'étranger, qui est vraiment une attaque
euh, pure et simple d'Amnesty, mais qui est basée en plus sur vraiment la méthode de travail d'Amnesty. C'est-à-dire que c'est une mise en cause totale. C'est-à-dire qu'on va même pas aller dire sur tel point, je pense qu'ils se sont trompés ou qu'ils sont militants, c'est que c'est vraiment une attaque frontale. Donc en fait, c'est même pas une attaque sur le fond. Et ça, je pense que ça a été encore plus visible dans les médias audiovisuels, et ça a été documenté par plein de médias, mais ça l'est aussi dans la presse, par le biais de ces tribunes, de ces éditos. Oui, ouais, bah, Amnesty, tout le monde adore cette organisation, sauf dès qu'il parle de la Palestine. En gros, ça s'est déjà vu sur le rapport sur l'apartheid il y a plus d'un an maintenant, et ça se retrouve sur le rapport de génocide. Et comme tu disais, on attaque toujours le messager, mais on n'attaque jamais le contenu et le message. Le rapport d'Amnesty, il fait 296 pages, je crois. J'ai encore jamais vu un éditorialiste ou un journaliste qui prenait point par point et démontait ce rapport à ce niveau-là. Je voulais demander au niveau des journaux, en fait, est-ce que tu as vu, par rapport à ça et par rapport à l'invisibilisation des Palestiniens, est-ce que tu as vu une différence en fonction des journaux ou c'est assez, il y a une sorte de moyenne qui se dégage de tout ça? Euh, je dirais que ça dépend des niveaux de l'analyse, mais oui, il y a des différences clairement, et c'est expliqué dans le papier. Le journal pour qui je travaille, que j'ai travaillé pour sur ce projet-là, l'humanité est plutôt dans les tranches hautes, par exemple, quand on veut parler des Palestiniens. Il y a des gros écarts, par exemple avec le JDD qui est à 21% sur la part des articles qui mentionnent les Palestiniens. Donc là, il y a vraiment différentes politiques éditoriales. Ensuite, sur d'autres, on voit que les écarts sont moins. On parlait du génocide, les écarts sont moins flagrants sur ceux qui en parlent peu, parce qu'on est à moins de 10% sur tous et on est sur des parts qui sont quand même assez proches. Mais là où il y a peut-être plutôt une tendance et quelque chose de commun, je pense que c'est quand on s'intéresse aux colocations du mot massacre. Et c'est ça qui va dans le sens d'un focus sur le 7 octobre uniquement. C'est que quand on regarde les termes les plus associés euh, au mot massacre, à l'exception de l'UMA, on a toujours 7 et octobre qui revient. Donc ça veut dire que peu importe le journal, on passe de Libé, le Monde, le Figaro, le GDD, qui ont vraiment des lignes éditoriales très différentes, on a 7 et octobre. Donc ça veut dire que c'est une des marques de cette focalisation en fait sur le 7 octobre 2023. Et ce qu'il est important de comprendre, en fait, c'est, j'imagine que ton analyse aussi et ton enquête, c'est pour faire comprendre aux gens que, parce que les médias sont là pour informer, et la manière dont ils informent, évidemment, va se, il y a comme un miroir sur le public qui lit, par exemple, ces journaux. Euh, je voulais du coup te demander, tu as parlé à des chercheurs, des chercheuses, et aussi tu parlais d'Amnesty, d'Acrimed, qui analysent l'effet sur le public que produit par exemple l'invisibilisation des Palestiniens. Est-ce que tu Mm. peux nous en parler de ce que t'ont dit ces personnes en fait, par rapport à donc l'effet d'invisibiliser un peuple dans des journaux, quel effet ça a sur les gens qui lisent en gros ces journaux? Je pense que sur ce point, j'ai surtout discuté avec donc Dominique Vidal, qui est historien et journaliste, et Pauline Pernaud, journaliste à Acrimed. Les faits, c'est, comme Pauline Pernaud l'explique très bien, c'est une espèce de fabrique du consentement au génocide. Ça veut dire que pour un lecteur qui ne se contente en fait des médias dominants, des médias de masse, qui va pas aller chercher l'info ailleurs, on va s'en tenir à cette version-là. Et cette version-là est quand même très très loin de la réalité et en plus potentiellement la questionne. Alors, par exemple, on a vu pendant très longtemps un énorme débat sur les bilans, que maintenant, alors que maintenant on n'a plus trop de débats sur ça. Et donc ça, c'est les effets sur les lecteurs, c'est justement cette fabrique du consentement au génocide. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe et ça nous indigne pas, je pense. Ça nous indigne pas, ou alors en tant que lecteur, ça plonge les gens dans une vision, dans une vision qui est assez orientée et qui est assez éloignée des faits, en fait. Ouais, et en parlant de ça plus précisément, du coup, est-ce que dans ton enquête, tu as vu un sort de deux poids, deux mesures en fonction des victimes et des mots qui sont utilisés, par exemple, pour humaniser ou déshumaniser ou invisibiliser ces victimes? Ouais, alors
Cette enquête-là, comme je t'expliquais, elle est vraiment du coup basée sur du quanti et des statistiques assez générales, donc ça nous permet quand même pas d'aller très précisément, comme d'autres l'ont fait. Je pense que tu as dû le voir, mais par exemple, il y a très beau projet de The Intercept qui, sur les premières semaines de la guerre, avait vraiment regardé des adjectifs. Mais ce qu'on peut regarder, c'est que, encore une fois, l'analyse du mot massacre est très parlante, parce que du coup, on voit très bien que les Palestiniens, même s'ils sont présents dans les occurrences, ou s'il y a des termes qui peuvent y être rattachés, ils sont quand même généralement assez bas par rapport aux Israéliens. Donc ça, c'est quand même une marque du double standard. Ensuite, en discutant avec ces chercheurs-là, surtout avec Pauline d'Acrimed, c'est de voir comment certains journaux ont vraiment eu le deux poids, deux mesures. Ça se voit sur les unes, sur beaucoup. Par exemple, elle cite, elle me parlait beaucoup du Parisien, elle en parle dans son boulot. Ça se voit aussi là je sors un peu de l'enquête, mais par exemple sur des conflits qui peuvent exister dans les rédactions. Dernièrement, on a eu vent de conflits éditoriaux à Libération, ou sur Twitter par exemple, leur rétrospective de l'année a été assez critiquée parce que n'étaient pas présents les Palestiniens. Donc tout ça, tous ces petits éléments en fait participent à ce deux poids deux mesures là. Qui on met en une, quels mots on utilise. Et par exemple, je pense qu'il y a une partie de l'enquête qui se concentre plutôt sur comment on décrit la violence et l'usage de quels termes, par exemple bombardement ou frappe. Parce que dans l'imaginaire collectif, c'est pas la même chose de parler de bombardement ou de frappe. Ça, c'est aussi un signe du deux poids deux mesures. Ça veut dire que Israël ne frappe. Donc derrière, on a l'idée de quelque chose de précis ou qui serait ciblé, modéré, et où donc du coup les destructions, on ne les explique pas tellement, en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment une marque du deux poids deux mesures, les choix lexicaux. Et du coup, je voulais juste, ces choix lexicaux et certains des spécialistes et des chercheurs à qui tu t'adresses en parlent aussi dans l'enquête. Ces choix lexicaux, ils contribuent à quoi, encore une fois? Ça renvoie quoi du côté du spectateur ou du lecteur, on va dire? Il contribue à installer un narratif qui est le narratif d'un camp, qui est qui est le camp israélien. C'est que voilà, on a cette vision-là, ce récit-là qui domine. Et c'est là où c'est problématique pour des journaux en fait, parce que là on parle d'un discours de propagande, d'un discours guerrier qui est orienté et qui est très orienté et qui véhicule voilà pour le discours de propagande israélien qui véhicule du racisme pur et dur. Hein, je veux dire, quand on voit les déclarations de Smotrich ou Ben Gvir sur les Palestiniens, voilà, donc ça véhicule ça et c'est pas censé, par définition, c'est pas un discours journalistique. Le discours journalistique, il peut pas se faire le relais de ce discours-là. On doit prendre de la distance avec ce discours-là. Ouais, ouais. Et ce que tu disais il y a quelques minutes là sur le fait que les chiffres maintenant étaient plus remis en cause, et ça c'est mon analyse, hein, mais c'est pas grave. Au niveau de la propagande israélienne, la propagande a déjà gagné. On sait très bien que l'information, si tu la contrôles les premières 48 heures et si tu arrives à faire passer ton message en mode marteau les premières 48 heures, et le fait que les chiffres sont contestés parce que c'est le Hamas, les chiffres venant du Hamas, du ministère de la Santé, c'est rentré dans la tête des gens, même si tu vois plus tard, on t'explique en fait les chiffres sont validés aussi par les Nations Unies et les ONG sur place. Moi, je sais que j'ai encore des gens, y compris dans ma famille éloignée, qui m'ont dit à Noël, ouais, mais les chiffres, attention, hein, c'est ceux du Hamas. Alors qu'on sait évidemment qu'ils sont maintenant vérifiés et qu'ils étaient vérifiés sur les guerres d'avant aussi. Oui, tout à fait. Ben, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, c'est trop tard en fait. C'est comme t'expliques, le discours de propagande a déjà gagné parce que on a tellement mis en doute ces chiffres. On a même certains médias qui se sont complètement interdits de les utiliser, alors que c'est la seule source d'information possible. Et encore une fois, là, pour l'avoir fait avant, pas sur cette enquête-là, mais pour avoir dû vraiment analyser les données qui sont disponibles sur à la fois le bilan humain, mais aussi le bilan matériel à Gaza, on a accès à des chiffres qui sont sourcés, qui sont datés, où on a une méthodologie qui est rattachée. Là encore, je vais parler de Tech for Palestine parce que j'avais déjà
travaillé avec eux sur ce point-là, fait un travail incroyable en fait, d'archiver tout ça et avec des notes de méthodologie de Palestiniens en fait qui expliquent ce que veulent dire ces chiffres, comment sont comptés les chiffres. Donc c'est assez raide et assez dur quand même à lire parce que c'est pas très gai. Mais je veux dire, on a plein d'éléments en fait qui permettaient dès le départ d'utiliser ces chiffres. Et c'est là où encore je considère que c'est une faute journalistique en fait de ne pas le faire. Ouais, et encore une fois, c'est aussi tout ce qui vient des Palestiniens, de toute façon, et des Palestiniennes, que ce soit du Hamas ou de chercheurs palestiniens ou palestiniennes, et au niveau des médias occidentaux en tout cas, vu comme biaisé, donc potentiellement pas très réaliste ou juste. Et c'est ce que les Palestiniennes disent depuis des années en fait. Nous, ça fait 20 ans qu'on vous dit que c'est l'apartheid, ça fait 10 ans qu'on vous dit que c'est un génocide. Euh, et les médias ouais, ne reprennent très rarement, on a vu en tout cas au niveau des plateaux, très rarement, il y a quasiment aucun invité palestinien au niveau télé en tout cas. C'est ça, et même j'irais même plus loin que toi. On a même, quand il y a la mise en doute du discours palestinien, des informations qui viennent des Palestiniens, on a même eu pire. Je pense qu'on a atteint des sommets d'indécence de la part de certains confrères pendant ce conflit, où on a même remis en question l'existence de journalistes palestiniens en disant que c'était pas compatible en fait d'être palestinien et journaliste, alors qu'on a je j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je crois que c'est au moins 200 confrères tués pendant ce conflit-là. Donc non, 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 bien sûr, il y a une prise de distance avec toutes les informations qui peuvent arriver des Palestiniens. Et encore plus des journalistes qui font leur boulot comme nous, on fait le nôtre en fait. Merci Arthur. Je voulais conclure. Je t'ai un peu posé la question déjà au début, mais si on devait retenir qu'une chose de cette enquête, ça serait, moi je sais que ce que je retiendrai, c'est évidemment cette invisibilisation des Palestiniens, et ce qui renforce dans l'idée de l'opinion publique en Europe en Occident, on va dire, que les Palestiniens n'existent pas, hein, tout simplement. Il y a quand même cette propagande aussi que les Palestiniens, ils ont la Jordanie, ils pourraient aller en Irak, ils pourraient aller autre part. Mais toi, en tant que journaliste et là, en tant qu'enquêteur, cette enquête, si on devait ressortir qu'un ou deux points importants, ça serait lesquels? Je pense que je ferais une réponse en 2 points. D'un point de vue d'un lecteur, moi, je retiendrai ça. Je retiendrai le fait de questionner le discours et à chaque fois de se poser la question, comme tu dis, de quel récit on parle en fait, hein, de quel camp ça vient, et peut-être de diversifier aussi ses sources d'information et ses sources de lecture, parce que là, on parle de médias de masse, on parle de grands médias, mais il y a plein de médias spécialisés francophones qui font et qui ont fait un travail incroyable. Donc moi, je pense que ce serait ça que je retiendrai pour le lecteur, de en fait se rendre compte que peut-être on n'a pas une vision très juste de ce qui se passe. Et d'un point de vue plus de journaliste, je dirais que euh, c'est quand même, il faut qu'on s'interroge en fait sur le fait que le 7 octobre ait à ce point-là retenu l'attention. Ça ne remet pas du tout en cause le caractère horrible et inédit, surtout, je pense, de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est une remise en cause ou qu'on questionne cet événement-là, mais pour autant, comment c'est possible qu'on se soit autant concentré sur ça après ce qui se soit passé? C'est ça, je pense, moi, c'est ce que je retiendrai vraiment. C'est comment, collectivement, de manière consciente ou non, on s'est trop concentré sur ça et pas assez sur le reste. Eh ben, merci beaucoup, Arthur. Je mettrai dans la description de la vidéo les liens des deux, trois articles qui sont sortis sur cette enquête aujourd'hui. Et Merci voilà, beaucoup. et merci, c'est un travail important. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et